2005, en 2005, je suis chef de service des sports en lieu et place de Jean Lambert. Même comme ils ont prédit que je ne ferai pas un an à la tête de ce service du fait de l'inexpérience. Donc je dis non. La première vague de grands reporters a été contestée par plusieurs collègues. La présentation du directeur général, professeur Jérémy Mendozé, me donne une émotion émue. Il me présente au superlatif. Il dit à M. Jacomoni, voici votre journaliste que je vous confie. Il est compétent, il est expérimenté et puis il est loyal. J'ai choisi Fon Etchekiwe. Bon, chemin faisant, il m'a abandonné pour des raisons précises. Je pourrais dire que le père s'est m'a rendu à l'aise. Jusqu'à aujourd'hui, quand on me voit dire, mais oh, la lettre du mardi, 10 ans après, hein, à quelques 3 semaines, départ en Angola, mon nom disparaît de la liste. Il faut dire que ce n'était pas facile pour elle. À l'époque, j'étais un journaliste très célèbre, très couru. Par les femmes? Non, pas par les femmes, mais je dis très couru. Et il y a eu beaucoup de gaffes, mais elle a supporté. Après une saison riche en échanges et en découvertes, nous sommes de retour pour continuer à mettre en lumière les parcours inspirants de celles et ceux qui font bouger le paysage médiatique au Cameroun. C'est avec un autre visage emblématique de la télévision au Cameroun que nous ouvrons cette saison 2 de Médiatude Inspire. Il est le pionnier des informations hippiques à la télévision au Cameroun entre 1990 et 2011. Il a écrit à sa manière les belles pages du journalisme sportif à la CRTV. Comme une évidence, sa carrière s'est dessinée dès son entrée à la CRTV, entre son passage à la cellule de la communication de la FECAFOOT, à la présentation du journal de 23 heures sur la CRTV et même à la tête du service des sports de la même chaîne. Il a su maintenir un équilibre qui lui a permis de rester sous les feux des projecteurs, même après son départ à la retraite. Rejoindre les rangs des retraités n'a rien enlevé au journalisme sportif qu'il était dans l'âme, puisque sa passion l'a guidé vers la presse privée et même dans l'enseignement. Qu'est-il devenu? Il nous raconte tout dans un instant. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro de Médiatude Inspire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Yves Martial. J'espère que tout va pour le mieux. Il faut dire que depuis quelques mois, ma santé n'est pas au beau fixe, mais ce matin, j'ai fait des efforts inouïs pour que je puisse honorer ce précieux rendez-vous. Ça me fait que je renoue quelque peu avec les caméras, avec le micro, que j'ai abandonné depuis plus de 12 ans déjà. Merci vraiment pour l'honneur. Notre équipe se sent vraiment flattée par votre présence. Ça sera très difficile pour moi, mais j'aimerais demander si on peut se tutoyer durant ces échanges. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Alors, je pensais, comme tout le monde, que ton nom se prononce Kana. Et c'est tout récemment que j'ai appris que c'est Kana. Ouais, exactement. C'est vrai. Vous avez retenu la leçon. Parce que là, moi, je suis toujours dans vous, alors qu'on doit se tutoyer. Donc, tu as retenu la leçon. Mon nom, c'est Kana, je suis Bassa. Donc, Kana, chez les Bassa, c'est attaché. Mais les gens sont habitués à m'appeler Kana, Kana. Ce qui fait que quand j'étais à la CRTV, il y avait toujours des discussions entre les originaires de l'Ouest et du Centre. Bon, les Bamileke, entre guillemets, qui me disaient non, ça c'est notre cousin, il est Tchang. Et les Etones venaient, non, c'est notre frère, il est Etone ou Manguissa. Alors, rien de tout cela. Je lui ai dit que je suis Bassa et mon nom se prononce Kana et non Kana. Et est-ce que le fait que ton nom soit
Écorché? Non, pas oui, écorché, certains ont pensé que tu es de l'Ouest. Est-ce que ça a eu une influence sur ta carrière? Non, pas du tout. Hein. Ça pouvait arriver que les gens ne prononcent pas bien mon nom, mais ça n'avait aucun impact en tant que tel. J'ai travaillé sans problème, même si... Et puis même au niveau du service des sports, il y avait que Jean Lambert Oui. qui prononçait bien mon nom. Et aussi le ministre Pascal Fouda, mais tous mes autres collègues m'appelaient Kana, au lieu de Kanga. Mais bon, je n'étais pas outre mesure outré. Je me disais que bon, avec le temps, ça va aller. Alors, le journalisme sportif, c'est un métier que tu as toujours voulu pratiquer depuis ta tendre enfance? Non, pas du tout, hein, pas du tout. J'étais à l'ESTI, oui. Et non l'ESTIC, parce que l'ESTIC, c'est venu bien après nous. J'ai fait du journalisme comme tous les journalistes, c'est-à-dire que dans les canons du métier normalement. Il n'y avait aucune filière, n'est-ce pas, de sport à l'ESTI. Donc, en 89, je sors de l'ESTI avec le diplôme de journaliste généraliste, au même titre que tous les journalistes. Oui. Alors, j'arrive à la CRTV. Malheureusement, on m'affecte au service des sports télé. Ce qui ne m'a pas arrangé du tout alors. Alors, je me dis, avec tout ce que je faisais, j'ai fait à l'école, j'ai pratiqué dans les journaux privés, j'écrivais les éditoriaux, les chroniques et autres, avant même que je ne sorte de l'école. Parce qu'il y avait déjà des aspirations journalistiques. Alors, on m'envoie au service des sports. Je me suis dit que ça, c'est du gâchis. Quel gâchis! Quel gâchis! Mais bon, pour reprendre ça de façon triviale, on va donner la balle à tel, a reçu la passe. Ah non, je me suis dit que... Tu voulais faire de la politique? Évidemment, évidemment. Alors, je suis allé à la rencontre de certains directeurs, comme le feu Tchadé Olé, qui a été mon maître spirituel. Et Charles Ndongo, à l'époque, me dit non, Emmanuel, c'est une chance inouïe de ta part parce qu'il y a des gens qui sont ici depuis l'ouverture de la télévision qui souhaitaient ou souhaiteraient être au service des sports télé. Mais ils n'ont jamais eu d'opportunité. Et toi, comme ça, d'emblée, on t'a fait au service des sports télé, vas-y. Je lui ai dit non, ça c'est vrai, monsieur le directeur, mais je n'ai pas des outils nécessaires pour travailler normalement au service des sports. Parce que là, il faut maîtriser les lois et les règlements de chaque discipline. Il y en a, je ne sais pas combien. C'est voilà comment je suis arrivé au service des sports de façon, j'allais dire, fortuite. Voilà. Donc, avant de revenir sur la CRTV, donc tu boucle l'ESTIC en l'ESTI, devenu ESTIC en 89. Quelques promotionnaires de ta... Quelques promotionnaires, bon, il y a Lazare Etoundi. Lazare Etoundi, le célèbre commentateur du 20h30. Le 20h30, Lazare Etoundi. Il y a mon collègue, Fon Echekiye. Dieu Tchobon Ken Kalaboukse. Oui. Bon, pour ne citer que cela. Vous sortez de l'école ensemble et vous allez à la CRTV. Et avant l'ESTI, c'est quoi le parcours scolaire? Tu es un gars de Yaoundé? Ça, c'est un parcours peut-être sur lequel je ne vais pas beaucoup insister. Exactement. Alors, mais il faut dire que j'étais au séminaire Saint-Paul de Malmayo. Tu as voulu être prêtre? Oui, je voulais parce que je côtoyais bien les religieux. Oui. Je voulais porter la soutane. Malheureusement, je ne sais pas où malheureusement ou heureusement, ce n'était pas ma destinée. Bon, donc, au séminaire, après le séminaire, je suis allé au lycée d'Obala. Et c'est là-bas où j'ai eu mon baccalauréat. Et je suis allé à l'université, faculté de droit. Mais là-bas, je n'ai pas mis long feu parce que bon, ça ne m'a pas inspiré. Je me disais qu'il fallait une école de formation pour pouvoir commencer mon parcours professionnel. Mais, voilà donc comment je suis allé. Je suis allé préparer mes concours. Oui. J'avais d'abord fait l'école de police commissaire. J'ai été reçu, j'étais admissible. Bon, mais compte tenu des facteurs aléatoires des concours,
je ne veux pas citer ici. Donc, j'ai raté le concours à l'oral. À l'oral. Bon, je me suis dit, être admissible à un tel concours sans intervention aucune, ça veut dire que j'ai quand même un potentiel intellectuel. J'ai donc entrepris de faire l'ESTI et l'école normale supérieure. Alors, pour la première fois, j'ai échoué l'ESTI, simplement parce que le jour du concours, on me dit, ah, tel a une licence. Oh, moi, j'avais le niveau bac. Oui. Tel a la licence en lettres, tel a autre doctorant. Alors, voilà comment j'ai raté le concours de l'ESTI pour la première fois. Ça a impacté sur ce que j'ai dit. Non, moi, niveau bac, les autres qui ont les licences et autres, comment je peux concourir et compétir avec ce genre de personnes. Voilà comment j'ai raté. Mais après, je me suis dit, il faut recommencer. J'ai recommencé. Et cette fois-là, j'ai également présenté le concours de l'école normale supérieure, lettres modernes françaises. Dieu merci, j'ai eu les deux. J'ai eu et l'ESTI et l'école normale supérieure, lettres modernes françaises. Et là, nous sommes en 80. En 80 combien 82. 86. Donc, en 86. Voilà. En 86. Donc, tu boucles l'ESTI en 80. Tu choisis l'ESTI déjà parce que tu aimes plus le journalisme. Et simplement, je me disais que ça, ce sont des anecdotes. Je me disais, bon, après l'école normale supérieure, on vous envoie comme un vulgaire professeur au lycée de Ngokmapoumi. Oui. Ou alors des Vaudoula. Alors qu'à l'ESTI, quand vous finissez, d'abord avant la fin de la formation, vous alliez en stage in cursus à l'étranger, notamment au Canada et en France. Ça te fait déjà rêver? Ça fait rêver depuis que j'étais né, je n'avais jamais pris l'avion. Et puis je n'avais jamais eu l'opportunité de visiter les pays occidentaux, notamment la France. Bon, c'était un rêve pour moi et j'ai donc choisi comme ça l'ESTI dans l'espoir que je vais voir ces pays et surtout que j'avais déjà des ambitions au niveau de la télévision. Je voulais être comme Charles Ndongo, alors je le voyais présenter, je dis non, un jour je serai comme lui. Donc j'ai donc choisi comme ça l'ESTI. Et donc tu finis l'ESTI, tu entres à la CRTV directement, tu es sous le feu de projecteur, tu commences à être présentateur. Oui, directement, non mais il fallait passer fatalement par le ministère de la Communication et de la Culture. Oui. Parce que c'était là le canal prévu pour tout le monde. Et on y allait pour une période peut-être de 6, 7, 8 mois. Question de s'adapter, de s'imprégner des techniques administratives. Parce que là, on sortait juste avec des techniques professionnelles, journalistes et autres. Mais là, on nous formait aux techniques administratives. Et après, donc, selon que vous avez fait télévision ou radio, on vous a affecté CRTV Radio ou CRTV Télé. Ou alors presse écrite, on vous a affecté à Cameroun Tribune. Et donc à la CRTV, tu as affecté finalement la CRTV Télé? Je n'ai même pas choisi. Cette année-là, ils ont institué un casting. Oui. Parce qu'ils se disaient, oh bon, comme il y a déjà beaucoup de journalistes, et parmi les journalistes, il fallait trier sur le volet quels sont ceux qui sont vraiment performants et qui méritent d'être à la CRTV Télé. J'ai passé le texte devant un jury, alors que j'étais sorti de l'école avec toute la bravoure. Bon, je suis allé passer le test et je trouve comment affecté au service des sports télé. Wow. Voilà comment j'arrive à la télévision. Et tu deviens tout de suite présentateur? Non. C'était pas facile. Hein. Déjà, je trouve des caciques dans le service, bon, je ne les cite pas, mais je trouve des caciques qui ne m'ont pas réservé un accueil chaleureux. Hein. Et oh, celui-ci, il sort d'où? Bon, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il n'a même pas l'étoffe, l'épaisseur d'un journaliste sportif. Bon, qu'ils n'ont pas eu, ils n'avaient pas tellement tort. Parce que, en tant que journaliste sportif, je ne me voyais pas faire ce genre de métier. Mais j'étais un bon sportif. J'ai joué au football et
J'avais même le pseudonyme de Johan Cruyff. Ah, le célèbre Le néerlandais. célèbre néerlandais, à l'époque, dans les années 70, c'était le meilleur footballeur néerlandais. Mais Donc, ça te donne autant de qualité pour pouvoir oui, mais t'épanouir dans le... entre pratiquer et faire le sport à la télé ou alors le faire comme métier, je ne voyais pas. Et finalement, qu'est-ce qui te fait aimer cette Non, spécialité? à force, n'est-ce pas, de travailler, à force de côtoyer tout le monde, à force, n'est-ce pas, d'écouter les conseils de mes aînés, je me suis finalement intéressé. Alors, à la CRTV, les souvenirs que moi, personnellement, je garde de toi, c'est le PMUC, c'est Foot et c'est l'être du mardi. Alors, c'est quoi ton parcours de façon brossée à la CRTV entre 90 et 2011? Alors, tu commences à la CRTV en 89, 90. C'est quoi le parcours? 90, le 22 août 90. Oui. Je commence à la CRTV télé. Et un an après, le professeur Gervais Mendozé me nomme chef de service adjoint numéro 2. Devant tous ces caciques-là, bon, alors là, c'était le tollé. Hein. Il dit, ah, quelqu'un qui n'a même pas d'expérience, il gère le nom comme ça veut dire qu'il a des gens qui le soutiennent, comme on dit au quartier, le parapluie, les godasses et tout. Non, c'était même pas ça. Moi-même, j'étais surpris qu'on m'ait nommé chef de service sport numéro 2. Bon, après, je suis allé graduellement dans l'ascension des grades. Quelque temps après, on m'a nommé premier adjoint. Donc j'étais l'adjoint de Jean Lambert-Nang. Jean Lambert-Nang était le chef de service des sports et moi j'étais chef de service numéro 1, adjoint numéro 1. Bon, après ça, il y a eu un test, même pas un test, il y a eu une nomination au grade professionnel. Là, on est en 2000. En 2000. Et il faut d'abord que je vous dise Oui. qu'il y a eu une mutation. On passe de chef de service des sports ou service des sports à rédaction des sports. Et rédaction des sports, Jean Lambert est rédacteur en chef, Abongo est rédacteur en chef adjoint. Et là, donc, se créent les desks. Parce qu'il y a la rédaction. Maintenant, au sein de la rédaction, il y a les DEX. Et on me nomme chef de DEX Sport. Chef de DEX Sport. Et puis, après, donc, le départ de Jean Lambert-Nang comme rédacteur en chef des sports, on revient à l'ancien système des chefs de service, des services de sport. Et du coup, en 2005, je suis chef de service des sports en lieu et place de Jean Lambert-Nang. En 2005. 2005. Oui. Donc Jean Lambert a trôné à la tête de service des sports entre il a trôné. 88 86. C'était lui le patron, incontesté, incontestable. Et comment comment est-ce qu'il reçoit ce changement, lui qui a trôné à la tête de ce service des sports? Toi, le jeune, bon, je ne veux pas dire le jeune, mais tu as été toujours sous son autorité. Comment est-ce qu'il a reçu ça? Non, très mal. Hein. Très, très, très mal. Bon, moi, je me suis dit, j'ai fourbi mes armes sur lui et je savais exactement ce qu'il y a lieu de faire. J'avais aussi bien maîtrisé les rouages du service et même les métiers, les différentes tâches qui étaient dévolues à un chef de service. Donc je n'avais aucune peur, même comme ils ont prédit que je ne ferais pas un an à la tête de ce service du fait de l'inexpérience. Donc j'ai dit non. J'ai dit ok, comme c'est comme ça, on va l'arranger. J'ai finalement fait 6 années jusqu'en 2011. 6 années jusqu'en 2011. Avant de revenir, oui. Et avant donc d'atteindre chef de service, j'étais déjà érigé au grade de grand reporter. Grand reporter. Mais la première vague de grand reporter a été contestée par plusieurs collègues. C'est ce que non, ce n'était pas sur les bases rationnelles.
Ce n'était pas sur des bases professionnelles. Et M. Mendoza, le DG de la CRTV, a constitué un autre jury des professeurs d'université venant d'ailleurs. Bon, maintenant, on va réévaluer tous ceux qui ont été grands reporters, éditorialistes et autres. Bon, on réévalue et je reste dans la course des grands reporters. Donc vous, je dis vous, votre génération, faites partie de la première vague de grands reporters à la CRTV. Oui, tout à fait. Donc avant de revenir sur les grandes émissions que tu as animées, les grandes chroniques et ton départ de la CRTV, on va un peu revenir sur un point, je veux dire une partie de ta carrière qui moi personnellement m'a beaucoup marqué, c'était les courses hippiques à la CRTV. Quand je parle de Emmanuel Jonas Kana, je vois beaucoup plus les images du PMUC, les commentaires des courses hippiques. Comment tu te retrouves à commenter? C'était une histoire spectaculaire. Oui. On lance la course hippique en janvier 1994. Le lancement officiel, c'est à Douala. Le professeur Jérémy Mendoza fait avec une équipe de tournage, à la tête de laquelle se trouve le ministre Pascal Fouda. Alors quand le professeur revient, apparemment il y aurait eu, c'est pas moi, un couac, pendant le tournage ou alors, je ne sais pas, dans le reportage. Bon. Je suis assis dans mon bureau un matin, la secrétaire du directeur général fait irruption dans mon bureau et me fait savoir que le patron, c'est-à-dire le directeur général, le professeur Jérémy Mendoza, veut me rencontrer. Alors, vous pouvez imaginer une telle nouvelle. J'ai tremblé de tous mes membres. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne sais pas. Le professeur, avec ses critiques acerbes, j'ai pris mon calepin, j'ai pris le bic, je suis monté. Alors, je monte avec la secrétaire. Nous arrivons au secrétariat. Je trouve plein de directeurs opérationnels qui attendaient d'être reçus par le directeur général. Et la secrétaire me demande d'entrer. Je dis, mais ça c'est comme si j'allais à l'abattoir. Bon, je suis entré. Et dès que je rentre, il me dit, Monsieur Kana, bonjour. Alors quand il vous salue, et il me demande de m'asseoir. Prenez place, Monsieur Kana. C'est une bonne nouvelle. C'est que c'est une bonne nouvelle. Laquelle donc? Je ne sais pas. À l'époque, j'étais deuxième adjoint au chef de service. Il me dit, bon, je vous ai fait appeler parce que je dois recevoir le PDG du Paris Mutuel Urbain Camerounais, PMUC. André Giacomoni. André Giacomoni. Ah, il me parle du PMUC. Ça me laisse complètement indifférent. Je ne sais pas ce que c'est. Il me dit, vous allez animer les émissions et les magazines épiques à la télévision nationale. Alors, je lui ai dit, monsieur le directeur général, je vais être franc avec vous. Depuis que je suis né, je n'ai jamais même vu une course de chevaux. Donc, je n'en sais absolument rien de cette histoire. Alors, comme je voulais insister, il me dit, non, monsieur Kana, vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Bon, j'ai devant mon patron, quand il me demande d'aller apprendre, je n'ai pas de choix. J'ai dit, non, monsieur le directeur général, je vais apprendre. Voilà comment je me retrouve au PMUC. Et le même jour, André Giacomoni arrive, on me fait, tu veux appeler. La présentation du directeur général, professeur Jérémy Mendoza, me donne une émotion émue. Il me présente au superlatif. Il dit à M. Giacomoni, voici votre journaliste que je vous confie. Il est compétent, il est expérimenté et puis il est loyal. Donc vous allez travailler avec lui sans problème. Je suis surpris de ce profil du directeur général. Voilà donc comment je me retrouve dans la NAS du PMUC. Je suis parti à Douala ce même jour avec M. Giacomoni. Et le lendemain, j'étais déjà en stage accéléré
C'est quoi le quartier, c'est le tiercé. Donc, tout cela était vraiment dans ma tête, comme un bouillon bien chaud. Donc, en quelques trois jours, j'avais déjà maîtrisé les fondamentaux d'une course des chevaux. Et le même week-end, je me retrouve déjà à 20h30 pour présenter les courses hippiques. Donc à l'époque, les courses hippiques sont diffusées au journal télévisé? Oui, à 20h30. Chaque jour, de lundi à lundi. Il faut vous dire que j'avais mis le punch, hein, parce que là, il fallait mériter. Et la confiance du directeur général de la CRTV et la confiance du PDG du Paris Mutuel Urbain Camerounais. Parce qu'il ne fallait pas que je passe à côté de la plaque. Donc j'ai mis le punch, j'ai mis toute ma détermination pour réussir le pari. Et là, bon, les gens ont pris ça autrement, dit, oh voilà, comment déjà prendre beaucoup d'argent au PMUC, c'est pour ça qu'il est enthousiaste, c'est pour ça qu'il fait des efforts inouïs. Il n'en était rien. Moi, je voulais convaincre les deux directeurs, deux responsables, de la CRTV et du Paris Mutuel Urbain Camerounais. Et tu apprends où à commenter ces courses de chevaux? J'ai des souvenirs vagues, tu commentais assez rapidement, comme chez les, chez les Européens. Sur le tas. Quand vous voulez apprendre, bon, vous trouvez les moyens d'apprendre, tout simplement. Je n'ai pas fait de stage particulier, donc c'était sur le tas. Il y a un autre journaliste avec qui tu commentais ces courses de chevaux? Oui, j'étais avec, parce que quand je commence, je suis seul, en français. On m'a demandé de trouver un journaliste en langue anglaise. Et j'ai choisi Fon Etchekiye. Bon, chemin faisant, il m'a abandonné pour des raisons précises, bon, que je n'évoque pas ici. Peut-être ça ne payait pas bien. Donc peut-être. J'étais vraiment embarrassé. Je ne voyais personne d'autre en dehors de Fon Etchekiye qui pouvait faire ça avec bravoure. Bon, je suis allé voir Joe Tchibonken, le président du CNC. Et je lui ai dit, voilà un projet, j'aimerais que nous le fassions ensemble. J'étais avec Fon Etchekiye, mais il a jeté l'éponge. Donc je souhaiterais que tu viennes travailler avec moi. Voici. Bon, il n'a pas compliqué et il s'est mis à travailler avec moi. Et l'aventure à la tête des courses, des commentaires du PMUC dure combien de temps? Tu commences en 94, jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011. Oui. Non, pas 2011, non, 2005. 2005. Wow. Quand plus de 11 années. Oui, parce qu'il avait signé un contrat de 10 ans avec la CRTV. Donc, c'est au terme du contrat, qui n'a pas été renouvelé par la CRTV, que le PMUC s'en va. Et c'était aussi la fin de notre mandat. Donc on retient que Emmanuel Jonas Kana fait partie de la première vague des grands reporters de la CRTV, tout premier commentateur du PMUC également. À la CRTV aujourd'hui, on écoute les Jean-Baptiste Etogo et Bogo. Ce sont des gens que vous avez forcément encadrés. Donc on retient pour les jeunes que Emmanuel Jonas Kana, tout premier commentateur des journaux du PMUC, premier communicant du PMUC également aux côtés de Joe Tchibonken. Ça t'a rendu riche, non, le PMUC? Non, riche, c'est trop dire. Peut-être, je pourrais dire que le PMUC m'a rendu à l'aise. M'a rendu à l'aise, c'est-à-dire qu'il est quand même venu booster mes revenus. Et c'est grâce au PMUC, en passant, que j'ai quand même pu construire une maison décente. Donc aujourd'hui, à la faveur de ma retraite, je n'ai pas de problème de logement et je suis bien nanti, je n'ai pas de problème. On va parler des grandes émissions que tu as animées à la CRTV. C'est vrai que tu as alterné à la tête de Foufoufout, mais je parle toujours de mon cas, c'était dans les années milieu des années 2000 qu'on te découvre vraiment. Moi, je te découvre vraiment à la tête de Foufoufout. Ensuite, il y a ta célèbre chronique, la lettre du mardi. Alors, comment tu vis ton ascension avec l'émission Foufoufout?
Bon, Foot, j'étais un simple présentateur, Oui. au même titre que Jean Lambert, Luis Pascal Fauda et autres. Je n'avais pas de chronique à l'époque. Je faisais des papiers, des reportages, des enquêtes, des analyses. Ça marchait très bien. Mais l'ascension remarquable dans Foot, c'est en 2005, 2006 notamment, avec la création de la lettre du mardi, parce que je voulais marquer mon temps. La lettre du mardi, c'était quoi? J'avais intitulé ça la lettre des compatriotes sportifs de la diaspora. Vous savez, les Camerounais, ils sont extravertis. Tout ce qui vient de l'étranger ou d'ailleurs essaye, n'est-ce pas, de retenir l'attention. Donc j'ai donc dit que voilà une lettre qui est écrite par la diaspora camerounaise. Donc j'ai donc intitulé ça la lettre des compatriotes sportifs de la diaspora, la lettre du mardi. Parce que chaque mardi à Foot, c'est cette lettre qui ouvrait l'émission. Alors, les compatriotes n'avaient jamais écrit une seule lettre. Ah bon? Jamais. Donc tu nous as menti. Bon, c'était un concept. Oui. C'est un concept qui a même été gobé par le directeur de l'information. Un jour, il m'appelle, il me dit, mais Emmanuel, mais les compatriotes sportifs de la diaspora sont devenus caustiques. Hein? Donc, quand vous recevez la lettre, il faut d'abord me la présenter. On voit ce qui est diffusable ou pas. Donc personne ne savait que cette lettre n'était... Personne. Personne autour de toi. Personne. Donc c'était ma lettre. Je me réveillais à 4 h du matin. Parce que c'était l'actualité. Je commentais l'actualité. Mais c'était les critiques. Par exemple, la FECAFOOT, tout ce qui tournait autour, n'est-ce pas, du football, qui n'était pas bien. J'essayais de revenir là-dessus. Donc c'était vraiment une lettre qui ne négociait avec personne. Parce qu'une fois même, j'ai écrit au chef de l'État au sujet des lions. Quand les lions avaient des problèmes, on n'arrivait pas à décanter, à trouver une solution pour remettre de l'ordre dans la tanière. Et j'ai écrit au chef de l'État. Il dit, Monsieur le Président de la République, vous êtes interpellé. Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte que l'ordre revienne dans la tanière. Oui, la lettre, les compatriotes sportifs n'épargnaient personne. Et c'était des critiques acerbes, vraiment acerbes. C'est ça qui a fait la crédibilité et la fiabilité de cette lettre du mardi, qui est restée une lettre à succès. Jusqu'à aujourd'hui, quand on me voit dire, mais oh, la lettre du mardi, 10 ans après, hein, parce que ça a marqué tout le monde. Mais pourquoi n'avoir pas décidé de le prendre sur toi au lieu d'utiliser les Camerounais de la diaspora? Tu avais peur? Non, des représailles? Non, c'est pas. Je veux dire, tout ce qui vient de l'étranger est glorifié et magnifié. Okay. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé ce concept-là. Non, j'avais pas peur. Si j'avais peur, je n'aurais pas pris certains sujets délicats. Et j'en parlais parce que, même comme j'ai dit que bon, les gens ne connaissaient pas, si les services de renseignement engageaient ou ouvraient une enquête, ils allaient découvrir qu'effectivement, la diaspora n'a rien envoyé comme lettre. Et que c'était mes propres chroniques à moi. C'était mes chroniques. Et comment est-ce que ces chroniques passaient alors qu'on connaît la ligne éditoriale de la CRTV? Très bonne question. Et surtout qu'à l'époque, Charles Ndongo, on connaît. Très bonne question. Bon, je crois que c'était avec la pluralité des médias, il fallait quand même faire des choses qui nous distinguent des autres. Donc je crois que c'est pour ça que M. le directeur de l'information, M. Charles Ndongo, était un peu tolérant sur ce genre, n'est-ce pas, de lettres caustiques. Parce que là, avec la création des médias, il y avait Canal 2, il y avait STV, il y avait une pluralité de médias. Alors il fallait vraiment s'accrocher. Il fallait faire quelque chose de fondamental qui marquait la crédibilité de la CRTV. Donc c'est pour ça que je crois qu'ils ont toléré ça. Mais tu penses que cette chronique t'a quand même créé des problèmes à la CRTV? Beaucoup de problèmes. Comme lesquels? Ah, beaucoup de problèmes. Non, c'est pas important que je revienne sur ces problèmes-là. Mais est-ce que c'est ça qui précipite un peu ton départ des écrans de la CRTV? Parce que, de ce que je sais comme souvenir,
tu n'étais pas encore à la retraite en 2011. Non, je n'étais pas encore à la retraite. Mais on te voyait plus aux écrans. Grand chef de service, rang de directeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Je me rappelle, je précise aux internautes qu'en 2021, par là, dans une interview avec Ernest Obama, tu as beaucoup cité le nom de Charles Ndongo. Bon, est-ce qu'il est important que je revienne là-dessus? Oui. Parce que cette interview m'a causé des problèmes. Hein. Tu peux ne pas rentrer dans les profondeurs, dans les détails. Mais je pense. Parce que tout le monde. Il se passe que, en 2010, comme tu le dis si bien, j'étais le patron des sports à la télé. Et il se profilait à l'horizon deux événements majeurs, deux événements sportifs majeurs, notamment, en l'occurrence, la CAN 2010 en Angola et la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, la toute première en Afrique. Bon. On m'appelle, on me dit il faut que tu fasses des plans médias, couverture médias, et puis que je désigne le personnel susceptible de couvrir ces deux événements avec brio. Bon, c'est ce que je fais le plan de couverture, je propose le personnel, et puis tout est accepté. Maintenant, à quelques 3 semaines, départ en Angola, mon nom disparaît de la liste. On dit que bon, toi tu ne parles plus, tu vas rester gérer les plateaux, parce que les plateaux sont aussi délicats et importants que les reportages sur le terrain. Je dis, mais je ne sais pas. Et la décision était irréversible. Bon. Je l'ai accepté comme ça. Je l'ai accepté. Et puis, ils sont partis. Bon. Du retour d'Angola, je pensais quand même qu'avec la Coupe du Monde, Afrique du Sud, il rectifierait le tir. Mais rien, pas du tout. J'ai compris que c'était quelque chose de très compliqué. D'abord, on ne pouvait plus m'accréditer. Ça, c'est pas le championnat de première division d'ici, machin. Non, on accrédite 3 mois au moins, et même plus, avant. Donc, on ne pouvait plus m'accréditer. Alors, c'est voilà quand le ministre, à l'époque, le ministre des Sports, Jean Zoa, me convoque dans son bureau et me dit, mais voilà l'Afrique du Sud qui arrive. Dans vos différents magazines, autant pour moi, on ne sent pas le frémissement d'une compétition comme la Coupe du Monde en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, bon, si vous avez des possibilités, moi je vais constituer une équipe, vous adressez une correspondance au directeur général de la CRTV qui peut nous autoriser d'aller couvrir les sites, les stades, les Camerounais qui attendent l'événement. Voilà comment je suis allé en Afrique du Sud avant la Coupe du Monde. Et quand je reviens, j'amène des mini-programmes qui ont fait tache d'huile. Chaque soir à 20h30, on diffusait quelques bribes et ça a attiré l'attention, n'est-ce pas, des gens. Finalement, je suis pas allé à la Coupe du Monde. Mais il fallait être fort mentalement et psychologiquement. Parce qu'un patron de sport qui ne couvre pas les événements comme la Coupe du Monde et la CAN, j'ai trouvé ça un peu gros. Mais bon, comme je suis un bon chrétien, j'ai seulement prié pour que je ne sois pas victime de AVC. Je n'étais pas loin de ça. Alors, après donc ces deux événements majeurs, j'étais déjà à quelques 6 mois de ma retraite à la CRTV. Parce que bon, moi je suis allé à la retraite à 55 ans. On n'avait pas encore harmonisé entre les fonctionnaires et le personnel de la CRTV. Parce que le personnel de la CRTV allait à 60 ans. Et nos fonctionnaires détachés à la CRTV à 55 ans. Alors je décide d'aller voir le directeur général de la CRTV. À l'époque, c'est Amadou Vamulke. Alors, il me reçoit. Et d'emblée, je lui ai dit, monsieur le directeur général, vous allez excuser le ton de cet entretien, de cette audience.
Parce que je vais vous parler d'homme à homme. Parce que ce que vous m'avez fait pour la CAN et la Coupe du Monde était humainement inacceptable. Je me dis, comment ça? Je dis, mais vous ne pouvez pas être patron quelque part et les gens font des reportages dans les événements dans lesquels j'ai été impliqué en amont, parce que j'ai fait les plans médias, j'ai proposé le personnel, et ni en Angola, ni en Afrique du Sud, mon nom ne figurait plus. J'ai dit non, même vous, à ma place, vous ne supporteriez pas ce genre de choses. Il me regarde, il dit ok. Mais comprenez que monsieur Kanga, parce que lui m'appelait Kanga, hein, il ne m'appelait pas Kana. Il me dit bon, j'admire votre courage. Alors là, j'étais ferme, hein. J'étais ferme. Il me dit bon, il faut comprendre que tout ce qui se décide en amont n'est pas seulement le fait du directeur général. J'associe également mes directeurs opérationnels dans la prise de décision. Il me dit, bon, il faut comprendre que votre directeur d'information n'était pas très favorable à votre départ en Angola et en Afrique du Sud. C'était un choc pour toi? C'était un choc. Bon, j'ai aidé M. Vamouké, parce que là j'étais un peu M. directeur général, M. Vamouké, parce que là je savais que j'avais déjà tout perdu. Bon. Vous pouviez également en décider autrement. C'est vrai qu'une décision n'est pas seulement le fait du directeur général, c'est la résultante d'une concertation entre le directeur général et les directeurs opérationnels. Vous pouviez mettre le veto, mais dit non, il ne fallait pas. Bon, alors il me dit, bon. Et je renchéris en disant, monsieur le directeur général, si c'est une question de crise de confiance, moi je propose que vous me releviez de mes fonctions de chef de service des sports télé. Parce que moi je ne peux plus travailler dans ce genre d'atmosphère, dans ce genre de climat. Il dit, ah bon? Il dit, oui, monsieur le directeur général, c'est à vous de voir. Mais je crois qu'il y a crise de confiance. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, c'est comme ça. Et ça. après, donc, quelque temps, je suis débarqué, le chef de service des sports, et je vais voir monsieur le directeur de l'information, monsieur Ndongo. Il dit non, j'exprime le vœu, je dis que moi je vais continuer dans le service des sports. Tout au moins animé la lettre du mardi, des compatriotes sportifs de la diaspora, même si je ne fais pas autre chose. Il me dit, mais non, il ne faut pas être patron quelque part et après être subalterne sous, n'est-ce pas, l'autorité, n'est-ce pas, des autres. Donc, je préfère que vous n'apparteniez plus au service des sports télé. Bon, je dis, monsieur le directeur, je vais donc travailler. Je deviens donc quoi dans ce cas? Il me dit, allez, je vais vous appeler. Quelques temps après, à notre sort, je suis affecté au service de l'édition. Je ne sais pas si vous connaissez l'édition. Oui. L'édition, c'est un service pour les néophytes, pour les gens qui apprennent le métier. Et c'est là-bas qu'on m'a fait. Un journaliste de plus de 22, 23 ans, n'est-ce pas, d'expérience professionnelle, on m'a fait à l'édition. Je dis, bon, je suis parti à l'édition des journaux, 20h30, 19h30. Mais ce qui me plaisait, c'est l'épisode des critiques de lendemain, à la salle des rédactions. Parce que là, j'étais acerbe. Avec les reporters? Avec les reporters. Oui, ben, j'avais le pouvoir de décider. Je dis que bon, ça ne passe pas parce que je ne sens pas ça. Bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est mal écrit. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment je suis allé à l'édition. Pour que ça tourne au vinaigre. J'imagine que vous avez peut-être trop critiqué, et puis ça a tourné mal, a tourné au vinaigre. Ouais. Et après, tu quittes... Non, et après, donc, on m'affecte à la station régionale du centre, donc c'est TV Centre, la radio. Donc quand j'arrive là-bas, c'était un événement. On dit, mais comment? Vous êtes venu faire quoi ici? Je dis, non, ça va.
Donc, voilà comment je me retrouve à Radio Centre. Donc, je vais voir M. Eifaye Somba, qui était le directeur de la station régionale du centre. Et je dis, bon, monsieur le directeur, je fais partie des femmes de vos effectifs. Qu'est-ce que je dois faire? Il me fait comprendre que, non, un monsieur comme vous, on ne peut pas vous donner du travail. Essayez seulement de voir ce que vous-même vous pouvez faire. Voilà comment donc j'ai créé la tapis rouge. Je reçois les invités, mais là c'était plus spécialement pour le sport, c'était dans tous les domaines. Alors, je reçois le ministre de la communication, si sur le Mabakari. Il me dit, monsieur Kana, vous faites quoi à Radio Centre? Je dis, mais c'est là-bas où on m'a affecté. Donc, je suis là-bas depuis quelques mois. Bon, je dis, mais non, c'est pas normal, avec votre expérience, je ne sais pas ce que vous faites là-bas. Je dis, non, mais je travaille. Je suis d'abord fonctionnaire, donc je travaille partout où besoin est. Bon, il institue une enquête de pourquoi j'ai été affecté là-bas. Et enquête faite, on a trouvé que c'était une affaire de potins, de jalousie et autres. Bon, je lui ai dit que, son excellence, monsieur le ministre, je suis à quelques mois seulement de ma retraite. Je ne voudrais plus rentrer en balade à la scientifique balade. Voilà comment j'ai pris ma retraite là-bas le 31 mars 2012. 2011. 2011. 2011. Et s'il fallait aller en arrière, est-ce que tu gardes un très grand souvenir de ton passage à la CRTV? Parce que en écoutant ton récit, j'ai comme l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Mais ça aussi, je vous fais grâce de ça. Parce que c'était des frustrations des personnes avec lesquelles je travaille. Donc je ne souhaiterais pas revenir sur les détails, les noms. Ça va faire des remous inutilement. Mais satisfait quand même de ton passage? Oui, oui. Satisfait de mon passage. Surtout quand je prends en main les rênes du service. Parce que là, j'avais la latitude d'initier, d'innover. Et dans mes innovations, il faut aussi noter l'émission Espace Olympique. C'est une petite... je vais peut-être faire un petit commentaire. On était à une époque où la CRTV, c'était un peu plus des plateaux, table ronde. Et tu viens avec une émission de débat, comme on le voyait un peu dans les chaînes privées. Beaucoup de courage. Tu as eu c'était vraiment beaucoup de courage pour tenir ce type d'émission avec des panélistes qui n'hésitaient pas à tirer. À boulet rouge. À boulet rouge. À cette époque, la CRTV est habituée à nous proposer ce que moi je qualifie de table ronde, où on dit des choses un peu de façon plate. Mais toi, tu viens avec un concept un peu semblable à ce qui se fait dans les chaînes privées, où chacun est libre de dire carrément ce qu'il veut, où les invités tirent à boulet rouge. C'était quand même tu as eu beaucoup de courage pour lancer ce type de concept. Mais il faut dire que c'était avec l'étroite collaboration du directeur de l'information. Ah, d'accord. M. Charles Longo, qui m'a soutenu dans cette approche. Parce qu'en fait, la CRTV, c'était juste des magazines, des reportages, on reçoit des gens sur le plateau et tout. Mais les débats sportifs n'existaient pas. Donc je suis allé le voir. Il m'a dit, vas-y, faites la proposition, hein, faites-moi les éléments, les différents éléments saillants qui pourraient constituer cette émission. Ce que j'ai fait, et ça a eu son assentiment. Il est allé voir le directeur général, et voilà comment l'espace olympique est né. Mais il fallait tenir. La première émission, c'était sur l'élection du président de l'Africa Foot. 2011. Il y a Mohamed. Qui voulait rempiler. Bon. Mais il faut déjà dire que, comme c'était aussi une émission qui ne pardonnait pas, qui ne caressait pas dans le sens du poil, je choisissais toujours des intervenants aussi durs, comme Roger
Charles, on appelle Comme Tulle. Roger Chantal Tulle. Chantal Tulle. Ernest Obama. Ils ont fait leur classe dans l'espace olympique. Ernest Obama. Ariane TV. Ariane TV. Théophile Awana. Théophile Awana. Guy Siguet, le très célèbre Guy Siguet. Aujourd'hui installé au Canada. Au Canada. Donc, j'avais ce qu'on appelle les francs-tireurs. Quand j'avais un sujet, je les appelais, et puis ils n'avaient pas de masque, ils ne mettaient pas les gants. Je me rappelle une émission, on était à moins d'1 mois de la Coupe du Monde, Afrique du Sud. Et rien n'allait, comme aujourd'hui, hein, rien n'allait dans les lions, dans la tanière, des ordres par-ci, des ordres par-là. J'ai invité mes francs-tireurs et on a fait une émission terrible. Et vous avez tiré sur qui? Hier Mohamed? Sur tout le monde. Sur tout le monde. Okay. Et cette émission m'a valu une lettre d'avertissement de la part du ministre de la Communication. Ah. Il dit, oui, il dit, voilà. Pourquoi? On est à quelques mois seulement, à 1 mois d'un événement comme la Coupe du Monde. Au lieu d'encourager les Lions, vous venez les déstabiliser. Le fameux mot, déstabilisation de l'équipe nationale. Vous venez les déstabiliser, ce n'est pas normal. J'ai cette correspondance. À la moindre PKD, on a mis, on va vous... Tu t'es calmé quand même? Non, je me calme comme ça. J'étais téméraire. Hein. À l'époque, j'étais très téméraire. Tu comptais sur quoi en fait? Sur rien. Tu voulais juste faire ton travail? Faire mon travail selon les canons du métier. Et sans heurter, mais bousculer. Je bousculais des habitudes. Bon, parfois, j'avais gain de cause. Parfois, les gens ont été indifférents. Mais j'avais déjà la satisfaction morale d'avoir fait mon travail dans les règles de la... Est-ce qu'avec cette posture de critique, celui qui veut faire son travail comme il faut, mais dans un environnement où on veut tout contrôler, est-ce que si à cette période, il y avait une chaîne de télé qui te proposait les mêmes conditions de travail, une assurance sur 10 années, je dis assurance de rester en poste, est-ce que tu serais parti de la CRTV? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que la CRTV était quand même une sécurité dans le travail. Sur le plan financier? Sur tous les plans, même de ma carrière. Oui. J'avais commencé une carrière qu'il fallait parachever. Donc je ne peux pas interrompre comme ça, même si c'était des propositions faramineuses. Même ça te permettait de t'exprimer librement? Bon, pas tellement librement, hein. Mais c'est que c'était à mes risques et périls. Parce que librement, la CRTV, même aujourd'hui, c'est pas ça. Justement, la question c'est, est-ce que si tu avais le moyen de t'exprimer librement ailleurs, et non, avec les mêmes conditions, je serais resté à la CRTV. Ok. Alors, une autre corde à ton arc, il y a la FECAFOOT. Beaucoup ne savent pas que tu as travaillé à la Fédération camerounaise de football. Raconte-nous un peu tout ça. Comment tu es coopté par Iya Mohamed? Il te passe un coup de fil ou bien c'est parce que vous êtes des amis? Même pas. On voyait mon travail sur le terrain. Mon travail sur le terrain, bon... Et il faut dire que j'ai beaucoup tiré sur la FECAFOOT. Bon, dans la lettre du mardi, oui, que comme la FECAFOOT n'était pas toujours en conformité avec les règles et les lois, donc j'ai tiré beaucoup sur la FECAFOOT. Alors Abdurrahman me dit, mais monsieur Kana, il ne faut pas tirer sur nous comme ça. Hein? Donc en fait, c'était une façon de me bâillonner. Tu t'es calmé. Comme on en fait beaucoup. Je me bâillonner. Et tu t'es calmé? Oui, je me suis calmé. Bon, je dis, ok, ça va, on a trouvé un modus vivendi. Oui. Puis bon... ça s'est bien passé quand même? Ça s'est bien passé. Donc c'est ça. Et puis, j'étais président adjoint de la commission de la communication du football, à l'époque de M. Vincent Onana. C'est avant Iya Mohamed. Avant Iya Mohamed. J'ai travaillé avec un collègue, Jean-Claude Ndi, celui qui était le président de cette commission. À l'époque, c'était des commissions. Ce n'était pas les grands noms qu'on connaît aujourd'hui, c'était des commissions, comme commission marketing, commission affaires financières, oui, et ainsi de suite. Donc, c'était des commissions. Donc, j'ai été
président adjoint de la commission de communication de la FECAF. Et après ton départ de la CERTIV, tu rejoins également une autre association, cette fois-ci la Confédération africaine de football. Issa Hayatou me connaissait particulièrement. Oui. À travers mon travail, hein, on n'avait pas, c'était pas mon ami. Son ami, c'était le grand frère Abel Mengue. C'était son ami intime. Mais moi, c'était le travail. Il m'a vu travailler, il m'a dit, bon, on t'a vu à l'œuvre, donc si tu peux passer quelques temps avec nous à la CAF, il n'y a pas de problème. Voilà comment j'ai été recruté. Et en quoi consistaient tes activités? Donc, comme on dit, attaché de direction. Oui. J'étais là pour parler des problèmes des médias. Quand les Lions venaient en stage à Makomo, donc j'avais la tâche de bien superviser les entraînements, filtrer les entrées au niveau du portail. Ça s'est bien passé? Combien d'années à la CAF? Non, 3 ans. 3 années? Oui, quand Ahmad est venu. Le célèbre Ahmad. Oui, il vous a mis tous à la porte. Tous à la porte. Tu rentres au quartier? Je rentre au quartier. Alors, je suis au quartier. Je vais voir monsieur le PDG de Vision 4. Oh, Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Alors, qui avait un projet, une chaîne de sport à Paris. Donc, il voulait m'envoyer à Paris pour que je supervise cette chaîne. Et c'était Ernest Obama, directeur de l'information de Vision 4 à l'époque, qui était chargé de diligenter ce dossier. Bon. Alors, Obama, je ne sais pas s'il ne voulait pas qu'on me recrute là-bas. Il avait, oui, il a dit qu'il traînait. Un jour donc, parce qu'on m'a raconté l'histoire, un jour, le PDG demande à Obama, celui qui devait aller là-bas à Paris, c'est comment? Où en êtes-vous? Convoque-le. Ah donc, comment on me convoque? Au groupe l'anecdote, je rencontre le PDG. Le PDG me dit, bon, le projet de Paris connaît quelques problèmes. Mais en attendant, s'il y aura une suite positive, on te prend d'abord ici. On te prend d'abord ici. Va, on va te faire appel. Je suis reparti. Après quelques 2-3 semaines, on m'appelle. On me dit que le directeur général adjoint, Madame Djabéa, veut me rencontrer. Bon, Madame Djabéa, je vais la rencontrer. Elle me dit, bon, monsieur le directeur général a donné des instructions de te recruter au groupe l'anecdote. Donc, je vais vous affecter à la rédaction des sports TV. Bon, moi, je ne trouvais aucun inconvénient. Aucun. Je vais là-bas, le lendemain, le PDG m'appelle. Il dit, mais monsieur Kanga, il paraît qu'on vous a affecté à la rédaction des sports TV. J'ai dit, oui, monsieur le président directeur général. Mais attends, le directeur général adjoint, Madame Djabéa, ne vous connaît pas? J'ai dit, mais elle me connaît très bien. Mais tu vas faire quoi dans la salle de rédaction TV? Tu n'as rien à faire là-bas. Sans poste, sans rien. Je dis, bon. Dès maintenant, je te nomme directeur adjoint du journal L'Anecdote. Aux côtés de Xavier Messé. On fait appeler Xavier Messé, il dit non, c'est plutôt un bon élément. J'ai travaillé avec lui en mutation. Voilà donc comment, le lendemain, je me retrouve directeur adjoint du journal L'Anecdote. Bon. Et là-bas aussi, j'ai commencé à animer une chronique, ça c'est j'étais féru des chroniques. Et ma chronique, là-bas, était baptisée Intime Conviction. C'était un peu dans l'esprit des chroniques de la lettre du mardi, mais c'était Intime Conviction. Donc, puis je m'occupais des papiers, de mes petits frères, des collègues, bon, la censure, que la correction. Et après, il me dit, est-ce que ça vous fera du mal d'être dans l'administration? Il dit, non, moi je suis prêt à tout faire. Il me nomme donc
attaché de direction numéro 2 dans son cabinet. Quelques temps après, attaché de direction numéro 1, parce que il estimait que je traitais bien ses dossiers, que j'étais diligent et autres. Et en avril 2019, plus précisément le 8 avril, il me nomme directeur du développement et de l'innovation du groupe L'Anecdote. Ce n'est plus, oui, ce n'est pas la direction, mais du groupe L'Anecdote. Directeur, pour se créer. Bon. Il me convoque, il me donne un peu les orientations, le canevas de travail. Puis, 2 semaines après, il me fait acheter une grosse voiture. Là, c'est la voiture de fonction du directeur développement et innovation du groupe L'Anecdote. Tu n'avais jamais eu la CRTV? Jamais eu la CRTV. Jamais, jamais. Il y avait des voitures de service, mais ce n'était pas de même calibre. Hein. Pas de même calibre. Donc voilà donc comment l'aventure finit en queue de poisson entre monsieur le PDG et moi. Parce que j'avais fait, suite à un accident de circulation sur l'axe lourd, j'allais à Iseka, puis une voiture est partie de son couloir pour venir nous percuter dans le nôtre. La voiture était complètement bousillée. Il n'a pas supporté ça. Ça, c'est une longue carrière où tu as atteint les grands postes, chef service des sports à la CRTV, directeur de développement à l'Anecdote, tu as travaillé à la FECAFOOT, tu as travaillé à la CAF, au comité olympique. Je vais encore revenir sur l'argent. Je dis ça pourquoi? À Odia, tu résides, je sais que tu résides à Odia. Ta maison est même connue par les mototaximans et on voit l'allure imposante. Mais est-ce que c'est parce que la maison est imposante? C'est le nom? La maison est très imposante. C'est le nom qui impose cette crédibilité et cette reconnaissance. Même au-delà, en tout cas, c'est un constat que je fais. C'est pas seulement le bâtiment. En tout cas, même c'est un constat que je fais. La maison elle est imposante. On peut y voir à travers là beaucoup de millions déposés sur ce bâtiment. Ça veut dire que le journalisme t'a rendu quand même un peu riche. Non, j'ai dit, oui, c'est un peu riche. M'a rendu à l'aise. T'as rendu à l'aise. Oui, mais pas riche. Mais beaucoup parce que si on parle de richesse, j'aurais eu des immeubles en ville. Tu n'en as pas? Non. Avec quel moyen? Mais pourquoi tu n'aurais pas, par exemple, pu construire un immeuble, des immeubles, un immeuble à la place de ta maison, tu te fais un petit... Non, je voulais faire une maison pour la postérité. Pour la postérité. Pour mes enfants. Qu'on sente quand même que la maison de M. Emmanuel Junas Kanga, qui a une notoriété certaine. Parce qu'il y a des journalistes qui brillent par leur nom, mais le vécu n'est pas convaincant. Je ne citerai pas ici, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Donc moi, je voulais vraiment quelque chose de pérenne, quelque chose qui sera marqué mes enfants donc, et ma famille. C'est pour ça que je me suis investi dans une maison de cette envergure. Les journalistes de ta génération et même aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de se construire ce type, je ne sais pas comment je vais décrire la maison, peut-être que tu vas m'aider à décrire le type de maison. Les journalistes de ta génération et même aujourd'hui n'ont pas les moyens de se construire ce type de maison. Comment tu as fait? Non, j'avais des sources quand même variées. Oui. Il y avait le PMUCDA. Le PMUC? Il y avait le PMUC. Mais il y avait que j'allais aussi en mission régulièrement. Mais tu réussissais à bien épargner, comme beaucoup de journalistes qui vont en mission. Il faut seulement épargner parce que beaucoup de journalistes se sont lancés dans la vie, encore perdus. Les femmes, la boisson et autres. Moi, j'étais un monsieur, je ne vais pas dire que je n'aimais pas les femmes, ou je ne buvais pas, mais j'étais assez discipliné dans mes activités mondaines, assez discipliné. Donc, je savais garder de l'argent, j'étais dans les tontines, et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai quand même pu bâtir quelque chose de respectable. Et donc, pour un journaliste qui démarre sa carrière, bien tout employé, qui démarre sa carrière, qui se fait un peu de source qui a un peu de source de revenus, quel est le petit secret que tu peux lui donner pour pouvoir se bâtir quand même une demeure? D'être discipliné. Oui. D'être discipliné
de ne pas se lancer dans des activités extra avec beaucoup de boulimie. Il faut être discipliné. Il faut avoir un objectif à atteindre. La maison, là, ça m'a pris au moins 6 ans. Hein? La construire. Oui, ce n'est pas une maison qui est née comme ça, qui est tombée du ciel comme de la manne. Et puis, non, ça m'a pris du temps. 6 ans. Je suis entré dans cette maison sans barrière, sans même fenêtre et autres. C'est à l'intérieur que j'ai tout finalisé. Donc, il faut avoir un objectif à atteindre, tout simplement. Est-ce que ton épouse a joué un rôle précieux? Oui, beaucoup. Quel rôle? Beaucoup. Qu'est-ce qu'elle faisait quand tu rentrais d'émission, à récupérer un peu d'argent, à garde? Bien sûr. Elle a joué un rôle vraiment fondamental. Une anecdote? Non. Elle était parfaite. Oui. Mais je tiens à la remercier ici. Je tiens à la remercier parce que il faut dire que ce n'était pas facile pour elle. À l'époque, j'étais un journaliste très célèbre, très couru. Par les femmes? Bon, pas par des femmes, mais je dis très couru. Oui. Et il y a eu beaucoup de gaffes, mais elle a supporté. Elle a tout supporté, elle est restée. Elle dit que bon, ça c'est mon mari, j'y reste. C'est vrai que de temps en temps, il pétait des plombs, mais d'une manière générale, je la félicite. Est-ce que les enfants, tu as 5 enfants, est-ce que les enfants, parmi les enfants, il y en a qui ont souhaité suivre ta carrière, ou bien qui suivent ta carrière également? Non. J'ai un enfant, j'ai 2 enfants au Canada, chacun dans sa filière. J'ai un enfant ici qui a fait l'ENAM. Il est sorti. C'est un fonctionnaire. Et puis les autres sont encore à la recherche de leur vie, de leur existence. Et si parmi un, quelqu'un te disait qu'il voulait faire le journalisme, ou bien un des petits-enfants, tu encouragerais? Non. Pourquoi? Parce que le journalisme, au Cameroun, le contexte n'est pas favorable. Il y a trop de bâtons dans les roues, et puis ça n'a pas d'argent. Hein? Oui, peut-être à notre époque, parce qu'il y avait seulement la CRTV. Oui. C'est pour ça qu'on flashait sur tout le monde. Mais je connais des journalistes qui gagnent bien leur vie aujourd'hui, qui construisent de belles maisons, qui ont de grosses voitures. Ça donne. Mais est-ce que c'est le fait du journalisme seulement? C'est quoi? Ah, ils ont d'autres activités. Quoi? Je ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas, mais tu dis qu'il... Oui, ça c'est clair. Le journalisme en tant que tel, je ne suis pas sûr. Donc si on voit un journaliste avec une grosse voiture, etc., c'est pas le journaliste qui donne cet argent? Non, pas forcément. Pas forcément. Tu parles de l'environnement au Cameroun qui n'est pas favorable à la pratique du métier. Ça nous permet un peu de parler des clivages qu'on rencontre en ce moment dans la pratique du journalisme sportif. On a, je ne sais pas si tu connais l'expression hibou et l'expression... Oui, je lis souvent ça dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'à ton époque, ce clivage existait déjà? Mais pas avec la même envergure. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus prononcé. En ton avis, qu'est-ce qui en est la cause? Il y a d'abord les égos. Oui. Il y a des égos. De la part des dirigeants sportifs? De la part des sportifs et puis même des journalistes même. Donc, c'est une affaire, n'est-ce pas, d'ego. Et de non-respect de la conformité des règles du métier. De la part des journalistes? De la part des journalistes. Tu en as formé beaucoup? Oui, bon, formé. Bien tenir la main? Non, oui, encadré. Encadré. Je préfère le terme encadré. Encadré, bon. Quand on me donne les rênes du service des sports en 2005, j'ai demandé à M. Bamoulke de me donner la possibilité d'avoir 5 généraux entre guillemets, avec des gens qui me sont fidèles, avec qui je peux travailler à n'importe quel moment. Donc, j'ai donc fait venir M. Raphaël Nkwa, que vous connaissez très bien. Bon, c'est toi qui fais venir Raphaël Nkwa à la... Qui était, non, pas à CRTV, qui était déjà reporter à CRTV Ibolowa. Ibolowa. Ouais. Il était reporter là-bas. Tu l'as déniché? Il est déniché. Et puis, il y avait donc quoi? Il y avait Germaine de Lessengue. Monsieur Timpress. Monsieur Timpress. Il y avait Mbok, Edith Virginie. Edith Virginie Mbok.
Jean-Paul Mpondo et Serge Fasgue qui étaient à Boya. Donc, à cette époque, tu décides de ne pas travailler avec l'équipe de Jean Lambert, non, bon, l'équipe avec qui Jean Lambert a évolué. C'était pas facile de travailler avec les classiques. Tu décides de prendre des plus jeunes, oui, des plus jeunes. Sélectionnés. Oui, elle dit que c'est sur qui j'ai quand même une certaine autorité. C'est ceux qui font les beaux jours aujourd'hui, c'est des sports de la CRTV. Par exemple, Charles Miranos Liatou. Oui. Bon, il était à la rédaction. Et il rentre comme ça. Je l'appelle, je dis, il faut venir travailler avec nous au service des sports. Et il n'a pas refusé. Il est venu, j'ai commencé à l'encadrer. Voilà comment Serge Mirano Liatou intègre le service des sports. Par exemple, Évariste Eyenga. Le commentateur attitré de Lyon. Attitré de Lyon aujourd'hui. C'était un mercenaire dans mon service. Il n'était pas recruté. C'était un gars du quartier. Mais j'ai déniché en lui quelques potentiels, quelques talents. Il dit non, il faut venir travailler avec nous. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. J'étais récalcitrant, je ne respectais pas les normes. Comment je peux faire travailler quelqu'un qui ne travaille, qui n'est pas recruté officiellement à la CRTV. Mais je voyais en lui un esprit brillant. Il va rester Yenga. Bon, on l'a chassé plusieurs fois et moi je le faisais toujours revenir. Il dit que non, tu vas travailler un jour à la CRTV. Aujourd'hui, c'est lui le commentateur attitré des matchs de football à la CRTV. Et de tous ces jeunes que tu as encadrés, qui est-ce qui te rend le plus fier? Me rend le plus fier. Quand tu regardes un de tes fils, tu dis waouh, vraiment, je suis content de l'avoir. Non, je préfère ne pas énumérer. Pourquoi? Ça va créer des frustrations. Ça va créer des frustrations. Donc, je dis quand il y a des gens qui ont plus de potentiel que les autres, par exemple, les Rinos, Liatou. Oui. Bon, aujourd'hui, va rester Yenga. Et les autres ne sont pas moins performants. Hein. Oui. Voilà. Et dans les... Est-ce que tu suis les journées sportives des médias privés? Non, je vais vous dire, je vais vous révéler ce secret. Depuis que je suis parti de la CRTV, je ne m'intéresse plus au sport. Je ne regarde même pas les matchs. Je regarde les matchs de Lyon de façon fortuite, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne me convainc plus. Sinon, on a travaillé à l'époque des vrais Lions. Est-ce qu'il y a un journaliste sportif que tu apprécies? Non, pas particulièrement. Et tu parlais des Lions. Les Lions ne te convainquent plus? Non, ils ne me convainc plus. Pourquoi? Mais quand vous le regardez, en dehors de la passion, hein, en dehors de la passion, parce que les Camerounais sont passionnés du sport, et puis, c'est pas tellement ça. Hein. Quand tu as couvert Boma, Eto, Etame Mayer, Jitap, Songbahanak, tous ces classiques-là, quand tu les as couverts, les Mila, j'ai couvert Mila avec Atophile, Bédarantes, c'était des sommités. C'était des sommités par rapport aujourd'hui. Tu les côtoyais, Roger Mila, Samuel Eto'o? C'était des amis? Oui, moi, par exemple, Samuel Eto'o ne venait pas au Cameroun sans me voir. Oui, il m'appelait mon père. Bon, je pensais que quand il prendrait la FECAFOOT, il me mettrait à côté, mais malheureusement, comme il y a des champions en intrigue et tout ça, bon, voilà comment il ne m'a pas pris dans son équipe. Hein. Tu dis que... Non. Okay. Je ne suis pas dessus. Mais il te cherche toujours? Il cherche son père? Non, il ne me cherche plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu essaies de l'appeler? Au début. Au début. On espère qu'il va nous regarder et te chercher. Hein. Oh non, ce n'est plus le moment de me chercher. J'ai fait il y a autre chose. Donc, je ne m'intéresse plus à ça. Et on va bientôt terminer. Comment tu t'occupes désormais avec la retraite? Bon, je suis dans mes activités champêtres au village. Je gère mes prestations de services à la Socapal. Donc voilà, donc, je ne m'ennuie pas outre mesure. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Merci Emmanuel Jonas Kara. C'était un plaisir de discuter avec toi, un honneur de pouvoir échanger sur ton parcours, ta longue et riche carrière. Plaisir partagé, M. Yves Martial. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis devant votre mobile et même devant votre téléviseur.
On se donne rendez-vous très bientôt avec un autre personnage tout aussi inspirant. À très bientôt.